Chapitre 12 L'ultime cycle de dialogue. En 2001, à l'âge de 66 ans, j'ai pris une mesure majeure pour la structure politique de la communauté tibétaine en exil, en choisissant de partir en semi-retraite et de déléguer le volet exécutif de la direction politique tibétaine. Pour la première fois, l'exécutif responsable de l'administration tibétaine en exil sera directement élu par le peuple, et son chef ou sa chef nommera alors son cabinet. Ayant déjà créé l'Assemblée des députés du peuple tibétain, j'ai senti que c'était une nouvelle étape pour le chemin de la démocratie pour notre administration. Pour institutionnaliser ces changements, nous avons révisé la charte des Tibétains en exil et cet amendement a été adopté par l'Assemblée des députés du peuple tibétain le 14 juin 2001. Au sein de cette nouvelle structure, le PR Samdong Rinpoche est devenu le premier dirigeant de notre administration élu par un suffrage direct et il a pris le titre de Khalon Tripa, chef du cabinet. L'idée derrière tout cela, c'était que si le problème du Tibet n'était pas résolu de mon vivant, il fallait institutionnaliser le mouvement pour la liberté de notre peuple, de telle sorte qu'il demeure vivace pour longtemps. Bien sûr, tant que je serai en vie, je resterai totalement investi pour faire tout mon possible. Néanmoins, j'ai toujours pensé que se reposer sur un seul individu, surtout lorsqu'on parle du destin de tout un peuple, est instable. Pour être honnête, parfois je me dis que les Tibétains se reposent trop sur moi. Le 22 octobre 2002, à l'initiative de Pékin, mon émissaire Lodi Gyari a rencontré un fonctionnaire important du département du travail du Front Uni. Cela a ouvert une nouvelle phase dans nos discussions avec Pékin, qui a conduit à un total de 9 rencontres officielles, dont la dernière s'est terminée en janvier 2010. Tout au long de ce processus, nos représentants ont travaillé en étroite collaboration avec moi et Samdong Rinpoche, le Khalon Tripa. Nous savions qu'il faudrait consacrer les premières réunions à l'établissement de relations de confiance entre ma délégation composée de 4 membres et dirigée par mes 2 envoyés Lodi Gyari et Kelsang Khalsen et leurs homologues chinois du Front Uni. À l'époque, les Jeux olympiques d'été de 2008 avaient déjà été attribués à Pékin, alors comme on le comprend, l'une des préoccupations majeures des représentants de Pékin semblait être la réussite de ces Jeux. Lors de la 4e rencontre, qui s'est tenue à l'ambassade chinoise de Berne en 2005, mes émissaires ont fourni de gros efforts pour persuader leurs interlocuteurs chinois de considérer la visite que je me proposais de faire en Chine, un pèlerinage sur le site sacré du mont Wutai, qui me tenait à cœur depuis longtemps. L'une des raisons importantes qu'ils ont avancées était que d'après la tradition tibétaine, j'approchais de ce qu'on appelle une année Kang, littéralement une année obstacle, et que la coutume veut qu'on fasse alors un pèlerinage important pour écarter tous les obstacles potentiels. Ils ont aussi demandé qu'on autorise un petit groupe de moines de la communauté en exil en Inde à se rendre discrètement au temple Jokang à Lhasa pour y faire des offrandes en présence des images sacrées, ainsi que dans d'autres monastères et sites sacrés du Tibet, afin de prier pour ma bonne santé. Mes envoyés ont aussi avancé l'idée qu'une visite privée comme celle-ci pourrait me donner l'opportunité de directement faire part à Pékin de mes aspirations pour le peuple tibétain. La délégation chinoise a répondu que c'était une affaire d'importance nationale et qu'ils n'étaient pas en mesure de prendre une telle décision. Ils ont déclaré à mes émissaires qu'ils transmettraient notre suggestion à Pékin. Malheureusement, il n'en est rien sorti. Bien que ces discussions nous aient donné l'occasion d'avoir des échanges francs, notamment quand nous avons présenté un document officiel résumant ce que nous entendions par véritable autonomie pour le peuple tibétain au sein de la République populaire de Chine, nous n'avons jamais été en mesure de dialoguer de manière significative à un niveau hiérarchique au-dessus de la direction du Front Uni. Il était donc impossible d'être en position de négociation avec une personne ou un organe ayant le pouvoir de prendre des décisions concrètes. Les Jeux olympiques de 2008 ont eu lieu à Pékin entre les 7e et 8e rencontres, comme l'intention du monde entier. Et surtout celle des médias internationaux était fixée sur la Chine pendant la période précédant l'événement. Beaucoup de Tibétains et de sympathisants de leur cause ont saisi l'opportunité de protester contre ce qui se passait au Tibet en déplorant l'absence d'avancées visibles
au cours de nos discussions avec Pékin. À la date d'anniversaire du soulèvement de Lhasa, le 10 mars 1959, des manifestations spontanées ont éclaté dans la ville et se sont rapidement propagées dans tout le plateau tibétain. En fait, le 10 mars 2008, quand j'ai reçu un message de Lhasa m'informant qu'un groupe de plusieurs centaines de moines du monastère de Drepung marchait vers le centre-ville en demandant la liberté de culte, cela m'a considérablement alarmée. Et je me suis aussitôt mis à prier pour qu'ils soient sains et saufs. Le lendemain, plusieurs moines de Sera ont manifesté à leur tour pour exiger la libération des nombreux moines emprisonnés la veille. Puis des moines et des nonnes d'autres monastères, dont celui de Ganden, ont convergé vers Lhasa pour se joindre aux manifestations. La police a brutalement réagi et a procédé à de nombreuses arrestations. Cette façon cruelle de traiter les moines et les nonnes a été l'étincelle qui a mis le feu aux poudres que l'oppression chinoise au Tibet a cumulée depuis longtemps. Le 14 mars, une manifestation massive a eu lieu pour exiger la libération des moines et des nonnes. Ce jour-là, la police a été rejointe par l'armée avec des gaz lacrymogènes, mitraillettes et des véhicules blindés de transport de troupes. À partir du 14 mars, les manifestations spontanées se sont propagées dans l'Indo et le Kham et se sont prolongées pendant la plus grande partie du mois d'avril. Dans de nombreux pays, le passage de la flamme olympique a suscité des manifestations de soutien au peuple tibétain. Cela a commencé quand le discours du président du comité d'organisation de Pékin a été perturbé lors de la cérémonie inaugurale de la flamme à Athènes le 24 mars 2008. Nombre de dirigeants internationaux ont appelé les autorités chinoises à plus de mesures et ont réitéré leur soutien au processus de dialogue que nous avions engagé. Néanmoins, du côté de Pékin, au lieu de faire le point et de réfléchir aux raisons qui poussaient les Tibétains à agir ainsi, la machine à propagande chinoise a réagi à cette crise en faisant porter le blâme sur moi. Ils m'ont accusé d'être l'instigateur de ces manifestations au Tibet. Le 18 mars 2008, le chef du Parti communiste au Tibet a déclaré le Dalai Lama est un loup en robe de moine, un diable avec un visage humain, mais un cœur de bête. Nous sommes à présent engagés dans un combat à feu et à sang avec la clique du Dalai, une question de vie ou de mort entre nous et l'ennemi. Pendant sa visite d'État au Laos, alors qu'il s'adressait aux médias internationaux, le Premier ministre chinois, Wen Jiabao, m'a conseillé avec insistance d'apaiser la situation au Tibet. En réponse, j'ai proposé de m'entretenir directement avec le président Hu Jintao. Je n'en ai plus jamais entendu parler. Pendant ce temps, la télévision d'État de la Chine communiste, diffusée dans tout le pays, faisait passer les manifestations de Tibétains comme une attaque contre la Chine, une propagande qui a eu pour tragique conséquence l'émergence d'un racisme contre les Tibétains qui vivaient en Chine continentale. J'ai entendu des histoires de discrimination contre les Tibétains, comme des hôtels refusant de leur louer des chambres, des transports publics ferroviaires ou aériens refusant de leur vendre des billets, et des Tibétains se faisant cracher dessus dans des parcs. Sans le savoir, ce que les médias d'État chinois ont réussi à faire, c'est créer une génération de Tibétains pleins de ressentiment qui n'oublieront jamais cette expérience de racisme flagrant. La réponse officielle du gouvernement chinois aux manifestations spontanées avait beau être dure, il était encourageant de constater que de nombreux Chinois, dont des intellectuels et des écrivains résidant en Chine continentale, affichaient un soutien et une compassion sans précédent pour les Tibétains. Plus d'1 millier d'articles rédigés en chinois ont été publiés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la République populaire de Chine pour exprimer un soutien à la cause tibétaine et demander avec insistance au gouvernement d'engager un réel dialogue avec moi. Lu Jiao, l'un des architectes de la Charte 8, qui recevait en 2010 le prix Nobel de la paix pour son long combat non violent en faveur des droits fondamentaux de la personne en Chine, était l'un d'eux. Un coup d'œil au titre de certains de ces articles publiés par des auteurs chinois. Le fédéralisme est le meilleur moyen de résoudre le problème du Tibet. L'approche de la voie médiane est la panacée pour soigner la maladie de l'animosité ethnique. L'approche de la voie médiane du Dalai Lama est la bonne façon de résoudre le problème du Tibet, démontre indéniablement leur soutien à notre approche pour tenter de résoudre le problème du Tibet. Entre-temps,
j'ai lancé une série d'appels. J'ai demandé aux Tibétains de mettre la non-violence en pratique et de ne jamais quitter ce chemin, quelles que soient les difficultés de leur situation. Je leur ai également rappelé que j'avais soutenu depuis le début la tenue des Jeux olympiques d'été à Pékin et demandé aux Tibétains de ne pas faire obstacle aux Jeux parce que je comprenais que la tenue des Jeux olympiques était un sujet de grande fierté pour la nation la plus peuplée de la Terre. En effet, en octobre 2007, quand on m'a invité à parler à la cérémonie d'attribution de la médaille d'or du Congrès, j'ai mentionné que j'avais toujours encouragé les dirigeants des pays du monde à engager le dialogue avec la Chine, que j'ai soutenu l'adhésion de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce et sa candidature pour les Jeux olympiques d'été à Pékin. J'ai de nouveau souligné que nous sommes en lutte contre les dirigeants de la République populaire de Chine et non contre le peuple chinois.